Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV pour une nouvelle édition. Et donc ça y est, c'est officiel, hein, ce 5 mai dernier, nous avons dépassé les bornes. En tout cas, nous avons passé la barre symbolique des 100 000 bornes de recharge qui devait initialement être franchie à la fin de l'année 2022. Donc bien évidemment, ces bornes de recharge pour véhicules électriques sont ouvertes au grand public et permettent enfin le déploiement donc, d'une flotte alternative au thermique. Mais la question que l'on se pose tous, c'est et après ? Quelles sont maintenant les priorités? Donc avec moi, pour nourrir ces réflexions, j'ai le plaisir d'accueillir donc Victoria Leonenko, qui est conseillère en électromobilité chez UFE, donc qui est l'Union française de l'électricité. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire ce qu'est exactement l'UFE? Bien sûr. L'Union française de l'électricité, c'est une fédération professionnelle du secteur électrique où on représente les grands industriels du secteur électrique, bien évidemment, de la production jusqu'à la fourniture d'électricité. Très bien. Donc ensuite, nous avons également donc Mathieu Dichamp, qui est le directeur général donc, de PowerDot France. Bonjour. Je vais vous poser la même question. En quoi consiste PowerDot? Alors PowerDot, c'est un opérateur de bornes de recharge pour voitures électriques dans un modèle tiers investisseur, c'est-à-dire qu'il équipe les espaces commerciaux sans aucun coût ni investissement de leur part en bornes de recharge rapide. Très bien. Donc ensuite, à mes côtés, nous avons également le plaisir de recevoir Ehsan Emami, qui est président donc, de Coveltis. Bonjour. Bonjour. La même question qu'à nos deux autres intervenants. En quelques mots, qu'est-ce que Coveltis? Covoltis, nous sommes concepteurs, fabricants, installateurs, gestionnaires de bornes de recharge. Donc, on est sur toute la chaîne de valeur de la recharge électrique pour les véhicules. D'accord. Et donc enfin, pour terminer, nous avons le plaisir de recevoir donc Monsieur Victor Van Lancker, qui est responsable du développement commercial pour Total Énergie France. Bonjour. Bonjour. La même question. Donc en quoi consiste Total Énergie et le rôle que vous avez au sein de cette entreprise? Alors, Total Énergie est un fabricant de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous fabriquons des bornes dites lentes, accélérées, rapides et ultra rapides pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique. D'accord, donc ce qui est bien au moins avec vous, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Donc justement, là, ces 100 000 bornes, elles sont donc installées, c'est acté. Mais quelles sont les prochaines étapes? Peut-être justement à commencer par quel type de bornes? Vous l'avez très bien dit. Il y a encore sur le marché des bornes de charge qui sont donc plutôt lentes. Donc la question, est-ce qu'il faudrait peut-être accélérer la production sur les charges ultra rapides? Et si oui, pour quels usages? Alors c'est vrai que si on fait une photographie de ces 100 000 points de charge ouverts au public, on note 10% de bornes d'essai, donc des bornes à courant continu, donc des bornes rapides. Et dans ces 10%, la moitié concerne des bornes ultra rapides. Donc dans le maillage de ces 100 000 bornes ouvertes au public, l'objectif d'après, ça va être de continuer à répondre aux enjeux de demain, puisque le nombre de véhicules électriques va croître sur le marché. On estime qu'il faut une borne ouverte au public pour 10 véhicules électriques. Et ça va être de renforcer ce réseau de bornes de recharge rapide, avoir le bon type de borne avec la bonne puissance au bon endroit, la recharge à destination ou en itinérance, pour justement favoriser on va dire que l'utilisateur de véhicules bascule plus facilement sur l'électrique. Véronica Leonenko, je vous pose exactement la même question. Selon vous, quel serait pour vous en priorité le type de borne à installer? Quel type de borne à installer? Je suis totalement d'accord avec M. Van Lancker qu'il faut que ce soit une bonne borne au bon endroit et de bonne puissance, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur la planification, comment on doit installer ces bornes et se rendre compte que ce n'est pas juste l'installation des bornes qui compte, mais c'est leur qualité de service. Parce qu'on a aperçu que pendant cet objectif des 100 000 bornes, il y avait assez de bornes de recharge qui ne fonctionnaient pas ou qui n'étaient pas encore disponibles. Et je pense que pour les utilisateurs qui veulent passer à l'électrique le plus rapidement possible, comme disait M. Van Lancker, il faut que ce soit accessible aux utilisateurs. Que chaque utilisateur puisse trouver une bonne borne au bon endroit et pour ses besoins. Alors justement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne concernant la mise en place des bornes. Certaines zones sont beaucoup plus développées que d'autres. Quelles sont, selon vous, les zones prioritaires, justement, là aussi, pour installer des bornes de recharge?
Moi, je pense que toutes les zones sont prioritaires Oui, parce que les besoins ne sont pas pareils. d'accord. Comme c'était dit, en effet, il y a des bornes de recharge qui sont utilisées en public et il y a des besoins différents dans le sens que, par exemple, même si on fait la recharge, on fait cette recharge des bornes à domicile ou sur le lieu de travail, parfois on n'a pas de parking. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas recharger la voiture chez nous comme c'est annoncé partout. Donc, il faut que cette possibilité existe. Par exemple, dans les parkings, dans les quartiers résidentiels, on ait des bornes normales. Donc, ça veut dire pas rapide du tout, Oui, c'est ça, plutôt jusqu'à 22 kVA. Par contre, pour des bornes, pour des besoins, quand par exemple on a oublié de recharger notre voiture à domicile et on se rend compte qu'il faudrait remplir la batterie de notre voiture, nous, on peut utiliser une borne modérée sur des parkings commerciaux où on peut stationner à certains moments et ensuite partir. Ou sinon, sur les longs trajets où on peut recharger une voiture en quelques minutes. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte ces besoins et il ne faut pas négliger les bornes pour dire qu'il faut uniquement installer les bornes rapides ou les bornes lentes. Mathieu Dichon, est-ce que vous souhaitez également réagir? Je pense que Victoria a tout à fait raison. Il faut une borne adaptée au temps de passage. Donc nous, certes, on est opérateur de bornes de recharge rapide chez PowerDot, mais pour autant, on ne va pas être des ayatollahs de la recharge rapide. Voilà, chaque lieu, son usage. Donc, dans les copropriétés, les bureaux, ça fait du sens d'avoir de la recharge lente. Dans les espaces commerciaux, là, la recharge rapide est nécessaire puisqu'elle permet de se recharger le temps de faire ses courses. Donc Victor mentionnait tout à l'heure qu'il y a 10% des points de charge qui sont rapides. À titre de comparaison, en Allemagne, ils sont à 20%. Donc certes, il y a eu un gros accroissement du nombre de bornes de recharge publiques en France ces dernières années sous l'impulsion de l'objectif du gouvernement. Oui. Mais la recharge lente reste très majoritaire. Et ça, il y a des raisons historiques à cela sur lesquelles on pourra revenir. Mais ce qui va être important, au-delà de cet objectif quantitatif qui a été dépassé, mais un nouvel objectif quantitatif a été fixé avec 400 000 bornes, il faut aussi ajouter un objectif qualitatif avec à la fois une puissance adaptée au temps de passage et une qualité de service. Et c'est ce que Victoria a mentionné, qualité de service où, quand un utilisateur se rend sur site, il est sûr d'avoir une borne qui fonctionne, il est sûr de pouvoir la débloquer. Et ça, c'est un problème à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de bornes de recharge qui ne fonctionnent pas. Qui ne sont pas fonctionnels. Exactement. Justement, monsieur Emami, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui a été dit? Alors déjà, je pense qu'il y a un élément important à considérer, c'est le fait que le véhicule électrique est très différent du véhicule thermique. On ne pourra jamais atteindre la même vitesse de remplissage que ce qu'on connaissait. Bien sûr. C'est comme si on changeait de paradigme et il faut se dire que là où on mettait 2 ou 3 minutes pour mettre de l'essence dans son véhicule, même quand on met des bornes de recharge rapide, cela va prendre 20 à 30 minutes en fonction des puissances du véhicule. Et il y a une limite physique à tout ça. C'est un peu la puissance que le câble peut faire passer. Les chargeurs très rapides, par exemple, vont faire refroidir le câble parce qu'il y a trop de chaleur, trop d'énergie à faire passer dans un temps court. Donc, une fois qu'on a compris que le temps est de toute manière limité, on ne va pas trop réduire ce temps, il faut se dire que la recharge, on peut se permettre de faire une recharge rapide quand on est sur des longs trajets, qu'on est obligé de s'arrêter, qu'on n'a pas d'autre choix. Mais dans la vie de tous les jours, si on a le choix de charger pendant que le véhicule est arrêté, à domicile, au travail, ou éventuellement pendant un voyage dans une étape à l'hôtel, par exemple, dans ce cas-là, le mieux, c'est que le véhicule puisse être laissé tranquillement pendant plusieurs heures, que pendant que le véhicule charge, qu'on fasse autre chose. Et c'est là où, justement, la distinction charge rapide et charge accélérée ou lente prend son sens, c'est de laisser le véhicule se charger tranquillement. En plus, on protège la batterie en faisant ça. Et c'est là où il y a la vraie distinction. Sachant qu'il y a une exception à cela, sont des métiers tels que les chauffeurs de taxi n'ont pas le temps d'attendre plusieurs heures pour charger. Il leur faut un chargeur rapide pour charger très vite. Il y a un autre élément important, c'est que quand vous mettez des chargeurs rapides, forcément, l'investissement initial est très important. C'est normal, hein, vous savez, des équipements lourds, beaucoup de matériel, une connexion électrique qui est également plus complexe à mettre en place. Et tout ça se traduit par un coût de kilowattheure qui est plus important dans le temps. Ce qui fait que
quand on vous fait une promesse lors de l'achat du véhicule électrique, c'est de vous dire payez plus cher finalement votre véhicule et faites des économies pendant la durée de vie du véhicule. Quelle économie sur la maintenance, c'est une partie, mais également sur le coût de la recharge par rapport au carburant. Il y a eu des articles qui sont sortis il y a 1 an à peu près, disant que la recharge électrique coûtait aussi cher, voire plus cher que le carburant. En fait, dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Vous chargez votre véhicule chez vous, le plein vous revient à 4-5 euros. Alors que si vous faites la même recharge sur une borne sur l'autoroute, vous allez payer 4-5 fois plus. Ouais. Donc finalement, le compromis sera toujours je dois payer plus cher parce que je suis pressé ou j'ai le temps devant moi, donc j'utilise une borne qui est moins chère et l'électricité qui va coûter également moins cher. En tout cas, vous dites tous quelque chose de très important, c'est que le temps de recharge reste avant tout une contrainte, même si aujourd'hui on a tendance à vouloir le réduire et qu'on pourra sans doute dans les prochaines années le réduire davantage. Mais est-ce que vous pensez que les usagers, que ce soit des automobilistes ou pour d'autres véhicules, est-ce que vous les sentez, est-ce qu'ils sont prêts à vouloir aussi changer leurs habitudes? Par exemple, leur manière de voyager. Aujourd'hui, on parle de slow travel, le fait de voyager à nouveau lentement et donc quitte à laisser son véhicule donc vraiment reposer pour en profiter et faire du tourisme et donc faire vivre à nouveau la localité. Qu'en pensez-vous, Victor Van Lancker? Comme le disait monsieur, il y a un changement de paradigme. Donc Oui. de fait, effectivement, il y a des évolutions pour accéder à la recharge. Comment on se recharge, ce n'est pas du tout la même philosophie qu'un plein thermique. Un plein thermique. Pour aussi rebondir sur ce que disait monsieur, c'est vrai que 90% aujourd'hui des recharges ont lieu à domicile ou sur lieu de travail, même massivement à domicile, 75% et 15% sur lieu de travail, et que 10% du reste des recharges est fait sur les bornes rapides, ultra rapides. Mais ça représente une minorité des recharges, mais par contre, c'est celles les plus impactantes, c'est celles les plus importantes, puisque quand on se retrouve à 300 km de son domicile sur une aire d'autoroute ou dans une ville qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas se recharger, on est bloqué. Et là, c'est vraiment... Là, c'est le la mécontentement catastrophe. est très fort. Donc c'est vrai qu'elles sont importantes et elles rassurent aussi les gens qui veulent voyager en électrique et faire des trajets un peu plus longs. Il faut quand même que ce réseau soit convaincant pour qu'on bascule à l'électrique à pleine confiance. Victoria? Pour réagir à Oui, la même chose, tout à fait. je suis totalement d'accord avec Victor. C'est pour dire que, déjà, je suis d'accord avec monsieur et mamie sur le fait que c'est une autre expérience. Eh oui. Donc, il faut partir du fait qu'on ne peut pas avoir la même chose qu'avec les voitures à essence. Certes, on doit essayer d'adapter l'usage pour que ça soit simple, facile et utile, et que les utilisateurs se disent « Ah, j'ai envie de passer à l'électrique et j'ai envie d'abandonner une voiture à essence qui n'est pas très propice pour notre environnement. » Parce que quand même, c'est le but des voitures Bien électriques. sûr. Mais on ne peut pas dupliquer l'expérience de voiture à essence et dire que ce sera la même chose. Donc, il faut que les utilisateurs soient prêts aussi à accepter une autre paradigme d'usage des voitures. Vous les sentez prêts à franchir le cap? Je pense que oui. Oui. Mais si on a assez de bornes pour les rassurer et que ces bornes fonctionnent. Oui, donc Parce que quand ils se retrouvent dans une situation où il y a une borne qui est affichée sur une application, et ils sont à 300 km de leur domicile et ils ne peuvent pas se recharger. oui, c'est vrai que c'est Donc, très frustrant. Donc, voilà. Le but serait en effet de mettre en place un cercle vertueux. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, Mathieu Dichand? La tentation est grande avec la transition vers la mobilité électrique de faire un simple annuler-remplace sur le moteur thermique et on garde les mêmes usages. Mais c'est sûr qu'avec l'avènement de la mobilité électrique, c'est aussi l'occasion de révolutionner nos habitudes. Et donc, on peut vouloir recréer la station-service telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout la vision qu'on a. Là où faire son plein de carburant, c'est un acte délibéré, on va se déplacer, faire un détour, attendre 5 minutes à la pompe, puis repartir. Pour nous, chez PowerDot, notre vision, c'est que ça, c'est terminé et que la recharge, ce n'est pas quelque chose que l'on doit aller faire, c'est un endroit où on veut aller. Et donc, on veut aller faire ses courses, on veut aller au restaurant, on va naturellement se rendre sur ces lieux-là, quoi qu'il arrive. Et donc, pendant qu'on fait ces actes naturels du quotidien, on va pouvoir se recharger. Et donc, ce qui était avant un acte délibéré devient un acte secondaire, en temps masqué, et ainsi on redonne du temps aux Français.
on leur simplifie la vie. Donc, sous cette apparente contrainte, ça peut devenir en fait l'opportunité espace de liberté. de leur simplifier la vie, de leur faire gagner du temps et d'inscrire ça dans leur activité du quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alors, Maillet? je pense qu'il y a un élément également qui est en train d'évoluer dans le bon sens pour l'utilisateur, c'est l'autonomie des véhicules. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se contentent d'acheter des hybrides rechargeables et pas des véhicules full électriques? C'est d'abord pour ne pas payer de taxes, ça c'est une chose, sauf qu'il y en a qui ne chargent jamais leur véhicule, qui roulent en permanence à l'essence et finalement payent plus cher parce que c'est un véhicule qui est plus lourd. Ils portent le poids Mais de la logique voudrait que pour que ces gens-là passent vraiment à l'électrique, c'est qu'ils osent le faire. Et pour oser, il faut qu'ils puissent faire justement les longs trajets. Et c'est vrai que le temps d'arrêt d'une demi-heure à peu près pour se recharger est relativement long. Autant on peut se permettre de s'arrêter peut-être 2 fois, 3 fois pendant 5 minutes pour faire le plein de carburant. Une demi-heure, c'est long. Donc sur des longs trajets, il faudrait qu'on puisse soit ne pas s'arrêter, soit s'arrêter par exemple une fois. Et ce qu'on arrivera à atteindre quand les véhicules auront des autonomies au-delà de 700-800 km. Et il y a des annonces qui se font de plus en plus dans ce sens-là, des capacités de batterie qui augmentent à masse égale, ce qui fait que quand on arrivera à atteindre ce genre d'autonomie, là, pour le coup, tous les gens qui hésitent aujourd'hui parce qu'ils se disent « je ne peux pas faire mon long trajet, je peux avoir qu'un véhicule et ce véhicule serait électrique ». À partir de ce moment-là, je pense qu'on aura tous gagné quelque chose, c'est moins de pollution, même sur les routes, ces longs trajets. Et cela Absolument. dit, Oui. on pense souvent au cas d'usage sur les autoroutes où on veut s'arrêter en 5 minutes. Oui. Mais ce qui est intéressant, quand on parle aux concessionnaires autoroutiers, il s'avère que le temps moyen de passage sur une aire d'autoroute est en fait de plutôt 20 minutes. Le temps de faire son plein, d'aller aux toilettes, prendre un café, c'est plutôt 20 minutes. Et donc ça, en fait, au final, c'est aligné avec plus ou moins le temps d'une recharge rapide. Et donc, on ne va pas avoir cette perte de temps qu'on peut craindre. C'est vrai, il y a juste une chose, c'est que sur l'aire d'autoroute, si vous êtes déjà parti prendre les grands départs de vacances, on a parfois même du mal à trouver de la place pour se garer. Justement, c'était ma question. Comment pouvoir répondre à ces besoins lorsque la circulation est par moment donc à flux tendu? C'est le cas des grands départs de vacances. Et par rapport au reste du temps, où là, en effet, c'est déjà beaucoup plus souple. Comment on peut répondre à cette question, Victor? Organiser son trajet, le planifier exemple, à l'avance. Oui. On sait que sur un long trajet, on va s'arrêter déjeuner souvent, bien Bien souvent. sûr. On fait des pauses tous les 2 heures. Donc si on peut recharger peut-être toutes les 2 heures un petit peu d'autonomie. Mais là, imaginons, il n'y a plus de bornes parce qu'elles sont déjà toutes prises, parce que tout le monde a décidé de partir en même temps que moi à 7 h du matin. Mais comment je vais faire? Quelle est à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des solutions de repli qui ont été déjà envisagées? Si c'est le chassé-croisé c'est entre ça. les juilletistes et les Et haussiens, des Haussiens, forcément, par exemple? on va, à titre personnel, c'est s'organiser, c'est peut-être sortir du réseau autoroutier pour planifier une pause déjeuner dans un endroit un peu plus reculé, où je sais qu'une borne sera plus facilement accessible. Ouais. Voilà. Et À date, c'est fonctionnel. la réponse que je peux vous apporter à titre personnel, mais c'est sûr que c'est une question qui peut faire peur. Qui mérite en tout cas d'être fait. approfondie, davantage étudiée. Vous voulez réagir? Oui, en fait, je pense qu'il faut s'arrêter pour les 20 minutes pour aller faire pipi, vous manger, prendre un café, repartir. Mais si à chaque fois on est obligé de recharger, pendant les grands départs, il faut avoir un chargeur par place de parking, ce qui est impossible. Bien sûr. Parce que ce sont des bandes qui vont tourner 10 jours par an et le reste du temps ne seront pas utilisées. Ce qui fait qu'il n'y aura jamais la rentabilité d'une station de charge, il y aura autant de bandes qu'on évoque là. En revanche, si l'autonomie des véhicules augmente, là, il y aura un nombre de bandes raisonnables qui seront utilisées en temps normal, mais on pourra s'arrêter parfois pour se charger, mais parfois aussi pour ne pas se recharger, juste pour faire une pause parce qu'on a envie de faire une Parce pause. que nous, on a besoin de recharger aussi nos batteries. Exactement. Un mot, Moi, je Mathieu? pourrais peut-être réagir sur cette question pour dire comment on pourrait améliorer. Je pense que ces points pourraient faire partie de la prochaine planification des bornes de recharge, du déploiement des bornes de recharge, parce que je pense que ce serait bien d'appliquer le développement des schémas directeurs qui existent déjà pour pour éviter les zones blanches du déploiement des bornes de recharge sur tout le territoire français. Mais malheureusement, ça n'existe pas pour les autoroutes. Et comme on constate que effectivement,
on peut vite se retrouver dans une situation où, pendant le départ en vacances, il y a des queues d'attente pour recharger une voiture. Et surtout, maintenant, quand on n'a pas, même si le marché avance des grands pas, mais on n'a pas encore assez de bornes. Donc, je suppose que ce serait bien d'inclure cette partie dans la prochaine planification en ajoutant tout l'écosystème de l'électromobilité avec, bien évidemment, sous l'égide du gouvernement pour planifier comment et où il faut installer les bornes de recharge. Donc, Oui. on peut mettre autour de la table les concessionnaires, les gestionnaires de réseau, les opérateurs de recharge, les fournisseurs d'électricité, les collectivités, etc., Bien sûr. etc. Mettre tout le monde à contribution. En effet. Mathieu Dichand, le mot de la fin, car déjà la table ronde touche à sa fin au niveau du temps. Donc, On a tout juste commencé à gratter la surface de la table, mais C'est vrai. là, on a parlé des autoroutes, donc c'est un sujet, effectivement, les vacances, mais la mobilité et le véhicule électrique, c'est pas juste un mois dans l'année. Bien Il y a sûr. aussi les 11 autres mois, et donc il faut aussi penser à ceux qui doivent l'utiliser au quotidien. Et vous aviez évoqué une question très importante au début, qui est la répartition territoriale. Tout à fait. Et là, il y a un enjeu à ce qu'on ne répète pas la même erreur qu'avec la fibre optique, de ne pas recréer cette fracture territoriale entre des France à plusieurs vitesses. Donc, on a beaucoup insisté sur l'équipement des autoroutes. Bon, maintenant, l'année dernière, il y a eu toutes les concessions quasiment ont été équipées. Et on a un maillage assez fort dans les zones urbaines. Mais si on veut que la transition écologique soit l'affaire de tous les Français, il faut aussi adresser les espaces ruraux. Donc bien sûr, il ne s'agit pas d'aller mettre des bornes au milieu de la pampa, mais il faut aller à la rencontre des Français. Et où est-ce qu'ils se rendent naturellement, où est-ce qu'ils convergent naturellement, c'est sur leurs centres commerciaux, leurs supermarchés. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'on estime chez PowerDot que c'est là qu'ils vont pouvoir se recharger, que ça Bien devient sûr. leur lieu de recharge naturel au quotidien, indépendamment de leurs vacances ou non. Oui, donc en fait, affiner plus en détail le maillage afin que tout le monde puisse avoir accès au final à sa borne de recharge électrique. Donc en tout cas, ce sont des motivations de taille pour franchir le cap. Donc 100 000 bornes cette année, apparemment 400 000 bornes d'ici horizon 2030. Merci beaucoup, tous les quatre, d'avoir accepté cette invitation. Donc, je rappelle, Victoria Leonenko, donc vous êtes bel et bien, rappelez-moi s'il vous plaît votre fonction, vous êtes conseillère en électromobilité chez UFE. Mathieu Dichand, qui est le directeur général de PowerDot France. Nous avons monsieur Ehsan Emami, qui est également président de Covoltis. Et enfin, Victor Van Lacker, responsable du développement commercial pour Hotel Énergie. Merci encore à tous les quatre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur Mobility TV.